Bonsoir à tous. Je vais vous parler de quelqu'un de très notoire. Et quand je vous dis que je vais vous parler de quelqu'un de très notoire, j'espère que vous pensez à la bonne personne. C'est-à-dire que vous pensez à Ruth Bader Ginsburg, qui est également connue sous le surnom de Notorious RBG. Alors, Ruth Bader Ginsburg était une juge de la Cour suprême américaine. Et c'est également une emblème du féminisme. Alors pourquoi est-ce que je vous parle d'elle maintenant? Eh bien parce que malheureusement, cette dame est décédée la semaine dernière. Elle est décédée à l'âge de 87 ans et elle était toujours en fonction à la Cour suprême lorsqu'elle est décédée. C'était une femme plutôt petite, très douce, mais aussi très déterminée. C'était une force tranquille, quelqu'un qui a changé la loi et qui a remis en question les conventions sociales. Elle est devenue également une emblème de la pop culture, de la culture populaire. Et elle était connue sous le surnom de Notorious RBG, comme je vous l'ai dit. Et j'espère que vous avez la référence. C'est une référence à un rappeur américain qui s'appelle Notorious B.I.G. Bref. Elle a été le sujet de 6 biopics, donc 6 films sur sa vie ont été réalisés, de son vivant, ce qui est un record. Elle a été une fervente défenseuse des droits de la femme. Mais l'héritage qu'elle laisse derrière elle va bien au-delà d'un combat féministe. Elle avait pour projet radical d'effacer les différences fonctionnelles entre les hommes et les femmes dans la société. Elle voulait qu'il soit clair pour tout le monde qu'il n'y avait pas de travail ou de tâche à accomplir qui était particulièrement féminin ou masculin. Et d'ailleurs, dans la plupart des affaires où elle a été juge et pour lesquelles elle est connue, elle défendait en réalité des hommes. Et j'aimerais vous citer l'une de ces affaires où il s'agissait d'un homme originaire du New Jersey aux États-Unis, dont la femme était décédée en donnant naissance à leur enfant. Eh bien, cet homme aurait aimé ne plus travailler, ou en tout cas travailler moins, pour s'occuper de son enfant. Et il s'est avéré qu'il n'avait pas droit à la pension de veuf pour s'occuper de son enfant, parce que cette pension était uniquement réservée aux femmes. Eh bien, Ruth Bader Ginsburg a pu le défendre et a pu obtenir gain de cause. Elle a pu montrer qu'il s'agissait d'une discrimination et que c'était une discrimination fondée sur la supposition que les tâches des hommes et des femmes étaient différentes au sein du ménage. Et le fait qu'elle ait gagné ce combat a constitué une étape importante dans la constitution d'une jurisprudence égalitaire. Alors pourquoi est-ce que Ruth Bader Ginsburg a choisi cette voie? Parce qu'à l'origine, rien ne l'a prédestinée à devenir une figure de proue de l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle a grandi à Brooklyn, dans un quartier de classe moyenne plutôt inférieure, plutôt pauvre. À l'école, donc au lycée, elle était cheerleader. Elle se faisait appeler Kiki. Elle s'appelait Kiki Bader. Et au final, elle était une femme très féminine, cheerleader, qui avait endossé un rôle plutôt traditionnel de la femme. Et voilà, il se trouve que sa mère était une brillante élève à l'école, mais qu'on l'a obligée à arrêter d'aller à l'école afin de pouvoir payer l'université à son frère. Et cette injustice est restée très présente chez la mère de Ruth Bader, qui avait ensuite des grandes ambitions pour sa fille. Or, sa mère est décédée la veille du jour où elle allait recevoir son diplôme de l'école secondaire, donc du lycée. Et ça a été déjà un premier élan dans la voie vers un combat féministe. En fait, elle a dit plus tard qu'elle était déterminée à vivre la vie que sa mère n'avait pas pu vivre. Et puis, il y a eu un autre moment clé qui a joué un rôle dans sa carrière, c'est lorsqu'elle était à l'université. Elle était à l'université de Cornell pour étudier le droit et elle a rencontré son mari qui s'appelle Marty. Alors, leur mariage n'était pas
le mariage typique des années 50, parce qu'on était en plein dans les années 50, c'était un partenariat d'égal à égal. Et pour la petite anecdote, Ruth faisait très mal la cuisine alors que son mari était plutôt bon. Et donc, c'était toujours lui qui faisait à manger. Ce qui, aujourd'hui, pourrait paraître normal, à l'époque, était loin d'être acquis. Alors, une fois qu'ils ont eu terminé leurs études à Cornell, ils sont tous les deux partis faire leur master à Harvard, à la faculté de droit de Harvard. Et ils étaient donc tous les deux dans la même promotion. Et il y avait 550 étudiants qui commençaient leur master de droit et seulement 9 femmes. 9 femmes qui se sont entendues dire, ou plutôt entendues demander, pourquoi elles étaient là et qu'elles prenaient des places qui auraient pu être occupées par des hommes. Pour vous situer l'histoire. Et donc, elle se retrouve en faculté de droit à Harvard. On est dans les années 50. Elle a eu un enfant avec son mari. Donc, ils se sont rencontrés, son mari tout de suite. Ils ont eu un enfant tout de suite. Elle poursuit ses études avec un bébé. Et là, son mari tombe malade. C'est un cancer. Mais Ruth reste battante. Elle continue de mener de front ses études, sa vie de famille. Et alors, elle fait tout pour aider son mari. Elle prend les notes pour lui au cours, elle le fait étudier, elle le fait passer ses examens. Et au final, finalement, l'histoire se termine plutôt bien dans le sens où son mari se remet de son cancer, il est guéri. Et tous les deux sont diplômés de la fac de Harvard. Et puis, cette relation a joué un rôle clé dans la vision qu'elle a eue de la façon dont la société pouvait être organisée. Après avoir terminé ses études à Harvard, elle continue par un doctorat en droit à la fac de droit de Columbia. Donc, que des grandes écoles. Et puis, elle part faire un séjour en Suède pour étudier la situation du féminisme. Parce qu'à l'époque, la Suède était un pays où le féminisme était déjà un peu plus avancé qu'aux États-Unis, par exemple. Et la Suède, à l'époque, était déjà un pays où les femmes ne devaient pas nécessairement choisir entre leur vie familiale ou leur carrière. Inspirée par son séjour en Suède, elle revient aux États-Unis avec ce qu'elle appelle son projet radical. Son projet radical, c'est d'effacer toutes ces différences fonctionnelles entre les hommes et les femmes. Elle travaille au sein de l'Union américaine pour les libertés civiles, qui s'appelle ACLU en anglais, et elle est professeure de droit. Et elle travaille comme avocate, où elle continue à œuvrer et à prendre des cas qui permettent de briser des discriminations qui sont à l'époque constitutionnelles. Beaucoup de personnes se demandent comment ça se fait que pour quelqu'un de féministe qui menait un combat féministe, la plupart de ses clients étaient des hommes. Est-ce que c'était pour faire plaisir aux membres de la Cour suprême, parce qu'à l'époque, la Cour suprême était composée exclusivement d'hommes? Eh bien, en fait, non. Ce n'est pas du tout pour faire plaisir aux juges de la Cour suprême. C'était parce qu'elle défendait à chaque fois des hommes qui avaient des revendications qui, en fin de compte, étaient féministes. Et d'ailleurs, je vous ai parlé d'un des cas précédemment qui illustre très bien cela. Et le rôle que s'était donné Ruth, c'était de briser les notions traditionnelles sur le travail et sur la famille. Grâce à son travail, elle a réussi à changer le paysage juridique américain ainsi que la vie quotidienne des Américains. Mais son ascension sur l'échelle politique et sur l'échelle du droit va prendre encore énormément de temps. Évidemment, elle est désavantagée parce que c'est une femme. Mais son mari, entre-temps, est devenu avocat fiscaliste et il la défend avec beaucoup de ferveur auprès de ses collègues et de son réseau. Lui, il fait partie de tous les réseaux traditionnels, tous les boys clubs du droit, avec tout un tas de personnes importantes, dont évidemment les femmes sont exclues. Donc il va faire tout un travail de lobby pour convaincre ses collègues des capacités de sa femme. Et après 3 occasions manquées
où la place est prise par un homme, elle est enfin nommée en 1980 juge fédérale par le président Carter. Au début, les gens sont assez surpris parce qu'elle était connue comme quelqu'un de féministe. Et une fois qu'elle est juge fédérale, elle défend des positions qui sont plutôt modérées et qui parfois sont même franchement conservatrices. Elle a même qualifié l'arrêt Roe versus Wade, qui est la loi qui légalise l'avortement aux États-Unis. Elle a même qualifié que cet arrêt avait été trop loin, trop vite. Ce qui fait que lorsqu'elle a été enfin nommée juge à la Cour suprême en 1993 par le président Bill Clinton, les féministes étaient très inquiètes. Mais finalement, il s'est avéré qu'elle faisait extrêmement bien son travail, qu'elle était très juste dans toutes ses décisions et elle a fini par faire l'unanimité par ses jugements. Il y a un jugement qui doit être mentionné, qui est un des jugements qui a fait date, c'est le jugement de la VMI, donc de la Virginia Military Institute, donc école militaire en Virginie, qui était une école réservée aux cadets hommes, donc à ceux qui voulaient entrer dans l'armée, faire une carrière d'officier, mais on n'acceptait aucune femme. Et Ruth Bader Ginsburg a permis de contredire ce principe et de faire en sorte que des femmes puissent s'engager dans l'armée et puissent suivre leur formation dans cette école militaire. Et puis, au fur et à mesure de son travail, elle arrive de plus en plus à défendre des positions égalitaires et à consolider les bases qu'elle avait jetées quelques années auparavant. Elle a été connue pour sa ténacité. Elle est restée à son poste à la Cour suprême envers et contre tout, et malgré les aléas de la vie. C'est-à-dire qu'elle a eu 2 cancers, un cancer du côlon et un cancer du pancréas, qu'elle a réussi à battre, et elle est restée à son poste autant que possible. Et puis son mari est décédé, elle est quand même restée au poste, pas de jour de congé, elle a toujours été au travail jusqu'au bout. Ce qui, évidemment, aux États-Unis est une valeur très appréciée puisque le travail est une valeur très bien vue aux États-Unis. Et au final, elle finit par s'attirer les sympathies de tout le monde, même de son collègue, le juge Scalia. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du juge Scalia, on aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais c'est un juge qui est plutôt conservateur et qui, à l'origine, n'était pas du tout content de la voir débarquer à la Cour suprême. Et au début, ils s'entendaient comme chien et chat, c'était des ennemis, etc. Mais finalement, avec le temps et grâce à la qualité de son travail, elle a fait l'unanimité et elle a même gagné une place dans le cœur du juge Scalia. Finalement, ils sont devenus assez proches et ils partageaient surtout un amour pour l'opéra. Et cet amour pour l'opéra, c'est complètement une anecdote, mais cet amour pour l'opéra a inspiré un compositeur à écrire un opéra à leur sujet. Alors, on arrête l'anecdote. Donc, le temps passe, elle est toujours en place. Elle est restée, je pense, 13 ans à la Cour. Non, beaucoup plus que ça. Bon, bref, très longtemps en poste à la Cour suprême. Mais au fur et à mesure des différents mandats politiques et des différentes nominations, la Cour suprême commence à glisser de plus en plus à droite. Et en réaction, eh bien, Ruth Bader Ginsburg devient de plus en plus radicale dans les positions qu'elle défend. Et même lorsqu'elle était minoritaire en tant que démocrate ou progressiste sur le banc de la Cour suprême, eh bien, elle a toujours réussi à mener sa barque et à faire accepter ses positions et à convaincre ses collègues. Alors ensuite, en 2013, elle a commencé à vraiment faire parler d'elle dans toute l'Amérique lorsqu'elle a sévèrement critiqué en public une décision qui avait été prise par la Cour suprême. Elle n'était pas du tout d'accord avec cette décision et elle n'a pas hésité à le dire et à critiquer vivement la Cour suprême dont elle faisait partie. C'était par rapport au Voting Rights Act, donc une loi sur les droits de vote. Et la Cour avait pris une décision qui finalement était complètement discriminatoire. Et elle l'a dit franchement, elle a tapé du poing sur la table et elle a dit ce qu'elle pensait. Et puis,
c'est à ce moment-là qu'elle est devenue Notorious RBG parce que des étudiants en droit l'ont trouvée géniale et ont fait un clip de rap en étant déguisée comme elle et en faisant une chanson sur son travail et sur ses positions. Et puis, son statut d'icône de pop culture a été renforcé. On a commencé à écrire des livres sur elle, mais aussi à vendre des t-shirts, des tasses, des déguisements d'Halloween à son effigie. Et même son coach sportif est devenu célèbre après un passage dans une émission américaine. Alors, ensuite, elle a été renforcée, enfin sa popularité plutôt a été renforcée après qu'elle ait critiqué à nouveau publiquement la candidature de Donald Trump en 2016. Et d'ailleurs, cette critique lui a valu d'être érigée au rang de symbole de l'opposition contre Trump. Et pour les démocrates, il est devenu crucial qu'elle reste en place à la Cour suprême. Alors, comment est-ce que cette dame est restée au travail toutes ces années jusqu'à l'âge de 87 ans, malgré ses problèmes personnels et tout ça? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle poursuivait ce qu'elle appelait son projet radical. Et pour conclure, une citation où elle dit « Les gens me demandent quand je serai satisfaite du nombre de femmes à la Cour suprême. La réponse est très simple, quand il y en aura 9. » Je vous remercie. Merci Vic, merci beaucoup. De rien, je pense que Alors, c'était un peu plus long que prévu, mais bon. pas de souci.